Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Une étude internationale publiée jeudi dernier dans la revue Earth System Science Data a fait un grand bruit dans les médias récemment. Une cinquantaine de chercheurs s'accordent à dire que le réchauffement climatique s'est fortement accéléré sur la période 2013-2022. Durant cette décennie, le réchauffement lié aux activités humaines a augmenté de 0,2 degrés par décennie, un chiffre supérieur à ceux prévus dans les différents rapports du GIEC. Autre actualité récente, un sondage IFOP qui établit que 76% des Français sont inquiets du réchauffement climatique et que seulement 11% d'entre eux jugent l'action politique suffisante dans ce domaine. C'est donc l'occasion pour nous de se poser la question suivante: quelle attitude avoir face à ce réchauffement climatique, dans ce qu'on appelle, pour faire grossièrement la droite, il n'y a pas de consensus sur la question justement. Faut-il plaider pour un modèle de vie plus sobre, moins énergivore, voire même accepter certaines restrictions, ou bien au contraire faire confiance à la technologie pour nous adapter aux évolutions climatiques? Pour en discuter ce matin, nous sommes avec deux personnes qui ne sont pas d'accord sur le sujet. Bonjour François Devoyer. Bonjour. Vous êtes cofondateur donc du média Livre Noir en ligne et puis président du Cercle Audace, un laboratoire d'idées consacré à l'écologie. Et puis nous sommes également avec Bertrand Alliot. Bonjour Bertrand Alliot. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Porte-parole d'Action Écologie, association qui se veut alternative à l'écologie politique. Vous dénoncez dans les médias les arnaques de l'écologisme, de ce que vous appelez l'écologisme. Alors je propose quand même, pour commencer cette table ronde, que chacun de vous fasse son constat sur la situation climatique, sur ces évolutions du climat et puis sur l'action politique que vous attendez, en tout cas comment la politique devrait s'emparer du sujet. Je vais commencer par vous, François Devoyer. Oh, très bien. Quelle pression. Écoutez, moi, ça fait plus d'une décennie maintenant que je considère que la question environnementale est essentielle avec la question migratoire. Elle me semble être les deux sujets irréversibles, donc à traiter en priorité, parce qu'effectivement, si l'on passe un certain cap, eh bien, il n'y a plus possibilité de revenir sur ces sujets. Tout est détruit, tout est abîmé. Les deux, d'ailleurs, thématiques, à mon sens, sont intimement, vraiment charnellement liés. L'immigration fait partie d'ailleurs des grands facteurs d'aggravation de l'écologie et inversement. Et effectivement, je suis extrêmement malheureux que la droite le traite si mal. Pendant longtemps, elle est passée à côté totalement du sujet. Depuis peu, il y a enfin une prise de conscience. On l'a vu avec Marion Maréchal, la première, je pense, dans notre camp. Hervé Juvin, bien sûr, en priorité, puis Marion Maréchal, puis Jordan Bardella. Bien sûr, ça me rassure, mais il est bien tard et je sens que les politiques ont du mal à s'emparer réellement du sujet parce qu'ils en sont souvent très loin. Ce sont souvent des urbains qui ont un mode de vie assez peu compatible avec la contemplation de la nature, qui me semble être le premier acte d'un engagement concret sur cette thématique. Et enfin, pour terminer, je suis moi favorable à un traitement du sujet qui peut aller jusqu'au coercitif. On dit souvent il faut distinguer l'écologie punitive du non punitif. Non, je pense qu'il y a des choses coercitives qui sont intéressantes. La loi littorale, je pense qu'on s'en réjouit tous aujourd'hui. Elle date de 1995, elle a protégé toutes nos côtes. Je pense que les parcs naturels régionaux, qui ont certains aspects coercitifs, on peut également s'en satisfaire. C'était dès 1967. Il y a des sujets sur lesquels il faut être courageux. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne regrette ni l'interdiction des sacs plastiques, ni l'interdiction des pailles, ni l'interdiction pour les fast-foods d'utiliser effectivement des déchets au lieu de couverts plus durables. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer dans cette voie intelligemment et en s'écartant de la vision apocalyptique de la gauche. C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'eux voient une solution globale avec une vision apocalyptique, là où nous devons conserver l'espérance avec justement des mesures qui nous permettent de redresser la barre et surtout commencer par des solutions nationales et locales. On aura l'occasion de revenir sur tous les sujets que vous avez abordés, mais Bertrand Alliot. Oui, merci. Bon, on peut être d'accord d'abord sur François Devoyer sur le fait qu'on est, nous aussi, à Action Écologie, contre l'écologie catastrophiste. C'est d'ailleurs une des grandes raisons de notre existence, c'est de dire que la catastrophe n'est pas du tout sûre. Je pense même qu'elle ne viendra pas des éléments qu'on met en valeur en ce moment. C'est-à-dire du climat et de la biodiversité et de toutes les crises de substitution qu'on invente aujourd'hui sur l'eau en France, par exemple, ou même le plastique. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est sur
le sujet environnemental doit devenir très important, évidemment, et bon, on l'est depuis en fait les années 60 quand même. Le problème, c'est que dans ces sujets-là, il y a un sujet comment dire, domine tous les autres, c'est celui du CO2. Et en fait, pour nous, c'est un des seuls sujets qui n'est pas maîtrisable en fait par les sociétés humaines et encore moins par l'État français. C'est-à-dire que c'est un sujet global. Et quand on regarde les données, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de maîtriser nos émissions et encore plus de maîtriser la quantité de CO2 dans l'atmosphère, puisque c'est ça après qu'il faut obtenir. Et donc, on est en train de mettre des moyens absolument colossaux sur ce sujet du climat, alors que c'est un des seuls sujets, j'allais dire, environnemental, entre guillemets, sur lequel on ne peut quasiment rien faire. Et donc, vous avez cité d'autres exemples, et ça, c'est intéressant. Vous avez cité des sujets qui concernent l'environnement précisément. Vous avez parlé du plastique, par exemple. Je dirais la loi littorale, on peut aussi citer la loi montagne, je suis assez d'accord avec vous sur la loi littorale. Mais voyez, ça, c'est pas le sujet climatique. Voyez, nous, ce qu'on remet en cause un peu, c'est le catastrophisme, surtout lié au climat et cette obsession de penser qu'on est rentré dans une crise absolument terrible, alors que peut-être il y a une crise, mais je suis pas sûr qu'elle soit celle qu'on décrit, quoi. Je voulais quand même, Bertrand Liot, vous rendre la parole avant de la rendre à François Devoyer, parce qu'en préparant cette émission, vous m'avez expliqué, vous, au téléphone, que vous ne pensiez pas que la droite doive mener une politique écologique. Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur ce point? C'est pas tout à fait ça. C'est que je pense il serait une erreur pour la droite d'essayer d'inventer ce qu'elle appelle une écologie de droite. C'est une idée qui est à la mode, qui est effectivement reprise je l'écoute beaucoup par Marion Maréchal, je l'ai entendu dans beaucoup dans la bouche de beaucoup de gens de droite. Et je pense que la droite doit s'emparer du sujet environnemental. Je préfère dire environnemental qu'écologique, hein, parce que c'est plus rationnel à mon avis. Il doit s'emparer du sujet, mais pas inventer une écologie de droite. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec les mêmes aberrations que ce qu'on peut appeler l'écologie de gauche, ou ce que on pourrait aussi appeler l'écologie de l'émancipation. Et l'écologie, et à droite, on va inventer une écologie de l'enracinement, en fait, qui serait le pendant, avec des thèmes de droite. Et j'ai peur qu'on tombe dans le même genre d'irrationalité qu'on trouve à gauche. On va vous dire à gauche, eh bien, il y a l'écoféminisme, par exemple. On a un thème de gauche, le féminisme, voire le wokisme, qu'on va relier à l'écologie. Et on va essayer de dire que c'est un ensemble cohérent, etc. Eh bien, à droite, on va se retrouver un peu avec la même chose, et je pense que c'est une erreur et une fausse piste. On va se retrouver avec des Sandrine Rousseau de droite. Je pense que ce n'est pas la bonne tactique. Il faut revenir sur des choses beaucoup plus terre à terre que sont l'environnement, comment on essaye de lutter contre les pollutions, les nuisances et les risques, comment on essaye de conserver certains de nos paysages, par exemple sur les montagnes ou le littoral, par exemple. Comment on essaie de travailler sur le cadre de vie, ça c'est un terme qui a complètement disparu. Mais j'ai peur, si vous voulez, de cette reprise en main par l'idéologie d'une certaine manière. Quand on essaye de lier les migrants, par exemple, à l'écologie ou l'environnement, je pense que c'est tiré par les cheveux, de la même manière que le fait la gauche. Parce qu'en fait, avec les mêmes arguments, elle dit qu'il faut accueillir les migrants. Et elle dit que c'est aussi être écologique, vous voyez. Donc, c'est ça ma crainte, en fait. Et c'est ça qui nous oppose, j'allais dire. Je veux François Devoyer. Bertrand Liot, justement, vous venez de dire ce qui me semble être essentiel, c'est que si on laisse le sujet à la gauche, eh bien, nous aurons effectivement une écologie de gauche, donc sur l'immigration typiquement, des gens qui vont nous expliquer qu'il faut accueillir toute cette misère créée par d'ailleurs nos émissions carbone, bien entendu, parce que la notion de responsabilité est très différente sur la question environnementale à droite et à gauche. Et à l'inverse, oui, je pense qu'il faut s'emparer du sujet pour aller contrer. Aujourd'hui, on se contente de ridiculiser l'écologie punitive, Greta, etc. Ça n'a jamais convaincu personne de ridiculiser. La réalité, c'est que 64% des personnes de droite pensent aujourd'hui que notre modèle économique n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le think tank Écologie Responsable qui a fait paraître ce sondage, je crois, il y a 2 ou 3 jours. 90% des gens de droite sont favorables, par exemple, à l'énergie solaire. 79%, ça c'est encore plus important, pensent que le gouvernement ne va pas assez loin dans la lutte contre le réchauffement. J'aurais un premier point, c'est que le réchauffement est une réalité. Heureusement, plus personne aujourd'hui ne le nie. Vous citiez l'étude des 0,2%. Je fais en ce moment des études agricoles, d'agriculture à l'ESA à Angers.
ce qui est très intéressant, c'est que cela corrobore exactement les mesures faites par l'école dans la région Anjou sur ces 50 dernières années. Chaque décennie, évolution effectivement des températures, qui peut sembler assez réduite, mais qui est effrayante si on prend les conséquences agricoles, par exemple, et puis effectivement, changement des précipitations. Alors, dans la moitié nord de la France, on n'a pas de changement en termes de quantité, mais en revanche, les précipitations sont réparties très différemment. L'origine anthropique, je vais vous dire, c'est pas un sujet de débat. Effectivement, ne rentrons pas là-dedans, ne perdons pas de temps. À la limite, que ce soit lié aux émissions carbone, à l'humanité ou pas, moi j'ai ma conviction, mais on rentre dans l'ordre presque de la croyance, parce qu'aujourd'hui c'est étude contre étude. Donc ça, effectivement, c'est un sujet qui nous fait perdre du temps. En revanche, c'est la conséquence. C'est à partir du moment où il y a ces bouleversements, il y a des défis qui naissent à partir de là. On peut se dire, oui, c'est déjà arrivé dans le temps, regardez les mini-âges glaciaires, regardez d'autres époques, le néolithique. Mais oui, mais justement, ça a entraîné des basculements civilisationnels considérables. Il faut être capable de les affronter. Et je pense que la France est mieux armée, on a beaucoup de chance, que la majorité des pays au monde pour les affronter. Parce qu'il y a une imbrication très forte entre l'homme et son environnement. Il n'y a presque pas de paysage primaire en France. D'où le fait d'ailleurs que les écolos français peinent à marquer, parce qu'ils ont cette vision très américaine, très anglo-saxonne, des paysages sauvages qu'il faudrait conserver parfaitement vierges. Or, en Europe et en France particulièrement, on est, j'allais dire, le pays de la culture en terrasse, des coteaux aménagés, des bords de rivières drainés. Et donc, on a su petit à petit, année après année, décennie, siècle après siècle, eh bien, finalement, faire corps avec cette nature. Il faut conserver cet état d'esprit. C'est pour ça que moi, parmi les premières mesures que je trouverais essentielles, c'est un moratoire en particulier sur tout ce qui est le bétonnage aujourd'hui de nos zones artisanales, dites artisanales, c'est très gonflé comme choix de terme. Quand je vois tous les hangars aujourd'hui à l'abandon et qu'on continue à construire, à bétonner, pour cela, à ouvrir des carrières de sable qui sont un massacre environnemental dans tous les bords de rivières de notre pays, ça, ce sont des choses concrètes, effectivement. On n'a pas besoin de savoir si l'origine est anthropique ou pas pour s'en préoccuper. Préparer, quoi qu'il arrive, encore une fois, quelle que soit l'origine de ce réchauffement, notre agriculture à s'adapter avec des nouvelles espèces. Vous voyez, dans l'arboriculture, l'ONF est en train de tester les chênes zéléens, qui sont une espèce de chêne du sud de l'Andalousie, du nord du Maghreb, pour voir s'ils s'adaptent bien. Ça, on est obligé de s'y préparer. On est obligé de consacrer des moyens, de consacrer aussi une partie du cerveau, du temps de cerveau disponible de nos politiques à s'occuper de cela. Ce qui me rend triste par ailleurs, c'est que malheureusement, les politiques de droite sont toujours à la remorque sur ces sujets. Là, ils ont compris, bon, on est obligé de s'y intéresser, donc on y va, mais on y va sans créativité, sans intelligence, j'allais dire. Et il faut d'ailleurs ce genre de débat, et je pense essentiel, parce que peu importe ce que nos auditeurs vont penser, est-ce qu'ils seront plus d'accord avec vous, Bertrand, ou avec moi, ça n'a au fond pas d'importance. Déjà qu'on puisse discuter de ce sujet et réfléchir à des idées qui nous emmènent vers une nature mieux préservée, moi, je pense que c'est déjà une grande victoire. C'est absolument essentiel. Et Bertrand Alliot, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous laisser une petite minute de plus pour préparer votre réponse, puisqu'il est 8h pile sur Ligne Droite et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Nous sommes toujours avec François Devoyer, cofondateur du média en ligne Livre Noir et président du Cercle Audace, un laboratoire d'idées consacré à l'écologie. Et nous sommes avec Bertrand Alliot, porte-parole d'Action Écologie, une association qui se veut être une alternative à l'écologie politique et qui dénonce dans les médias les arnaques de l'écologisme. Alors Bertrand Alliot, justement, donc François Devoyer a abordé un nombre de thèmes très variés, la bétonisation, l'évolution de l'agriculture, la préservation de nos paysages. Et j'ai aussi envie de rajouter, pour appuyer un peu son sens, l'intérêt de la sobriété quand même d'un point de vue même anthropologique, c'est-à-dire que on dénonce aujourd'hui très souvent, et ça même à droite, et c'est souvent à droite d'ailleurs heureusement, le fait que cette société de consommation mondialisée plonge l'homme dans un confort qui le dessert, et finalement on voit que nos ancêtres étaient peut-être plus heureux avec un peu plus de contraintes, puisque c'est ce qui amenait l'homme à se dépasser. Est-ce que là-dessus vous pensez pas qu'il faut quand même accepter une sorte de transformation de nos modes de vie dans ce sens-là? Je ne le pense pas, parce que je pense que ce sont des choses qui ne sont pas maîtrisables. C'était un peu le thème de mon livre, sorti en 2020, Une histoire naturelle de l'homme, où je racontais que finalement, la grande passion des êtres humains, c'était de rechercher le bien-être, et notamment le bien-être matériel.
et que en fait essayer d'aller contre cet élément était un peu vain parce que c'était d'une certaine manière anthropologique. Mais la sobriété, si vous voulez, je pense qu'elle ne peut être qu'imposée par les circonstances et non pas par un acte de la volonté. Alors, quand je dis ça, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il peut y avoir des exceptions, évidemment, chez des individus, par exemple. Et ça, c'est ma prochaine chronique dans le magazine Transition Énergie, porte un peu là-dessus. C'est l'histoire, évidemment, de la personne qui veut devenir sobre et qui retourne, par exemple, qui va aller se retirer dans un monastère. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'emporte jamais avec lui l'ensemble de la société. C'est toujours des démarches individuelles parce que les autres eh bien, veulent continuer une vie prospère, on va dire ça comme ça. Et qu'en fait, quand il va se retirer dans son monastère, eh bien, les bistrots resteront ouverts, les casinos également, etc. Et je dirais la fête continuera tant que les circonstances ne forceront pas les choses, si vous voulez. Et donc, moi, ce qui me rend triste un peu, c'est que d'abord, on peut inventer beaucoup de choses, notamment sur la création d'énergie. Peut-être que nous sommes à la veille de progrès fantastiques et que là, l'Europe en ce moment est prise d'une passion pour la décroissance, hein, très clairement. Et j'ai peur, si vous voulez, qu'on s'enfonce dans un nouveau Moyen-Âge, tandis que le reste du monde eh bien, n'hésite pas à continuer à se développer et effectivement à rechercher leur bien-être, même si ce bien-être est matériel. Et c'est ça que j'ai peur, si vous voulez, c'est qu'on se retire et qu'on se punisse, mais il ne faut pas croire que les autres nous suivront. Et donc, en plus, ça sera vain de façon environnementale, puisque les autres continueront. Tant que des ressources seront disponibles, nous les utiliserons. Il faut arrêter de se bercer d'illusions et de prendre l'être humain pour ce qu'il n'est pas. Et vouloir maîtriser un peu ça, je trouve ça trop ambitieux. C'est en dehors de nos capacités. Il faut être un peu modeste, justement. Voilà. François Devoyer, là je pense qu'on touche un point central de votre désaccord, c'est que est-ce que ce changement, cette transition, ces changements de mode de vie sont possibles par le fruit de la volonté des hommes à l'échelle d'une société? Alors moi je suis peut-être trop ambitieux, mais effectivement, heureusement, je ne veux pas que l'homme reste défini par sa condition anthropologique. C'est pour ça que je suis pour le mariage et non pas pour la polygamie et ainsi de suite. On pourrait dérouler les exemples. Je veux dire par là que l'Europe a toujours d'ailleurs été relativement sobre si on la compare par exemple aux États-Unis. Alors ça nous a peut-être malheureusement forcé à rétrograder effectivement dans l'ordre des PIB mondiaux, mais je pense que nous n'en gardons que plus d'honneur et un environnement mieux protégé et moins dégradé. Non, je pense qu'effectivement c'est une question fondamentale. Moi, je pense qu'on est amené tout de même par une idéologie libérale, j'entends vraiment la transformation de l'état de fait du capitalisme, qui est l'économie de marché, en système de pensée. Ce système de pensée nous a emmenés vers cette croissance infinie. Il faut absolument toujours accumuler, toujours avoir davantage. Je pense que ça ne correspond pas du tout à l'état d'esprit européen, justement. Et je pense qu'en fait, on se trahit en cherchant sans cesse à accumuler, augmenter. C'est pas du tout dans l'état d'esprit en particulier français. Je crois qu'il faut revenir à des choses plus raisonnables. Et la première solution viendrait d'ailleurs de mettre fin au système de libre-échange qui nous emmène droit dans le mur. Je vois que l'Union européenne vient de signer avec la Nouvelle-Zélande. On est tout de même à, je sais pas, en milliers de kilomètres, c'est à l'opposé. Donc 24 heures d'avion. 23 000 kilomètres, c'est ça, ça doit être 24 heures d'avion. Un traité de libre-échange portant entre autres sur le lait et la viande. Alors eux ont des normes très différentes et on va faire donc voyager des choses que l'on peut produire sur le sol européen, des animaux vivants ou morts, ça je ne sais pas, mais en tout cas des choses qui sont produites avec beaucoup plus d'hormones, beaucoup moins de réglementation, parce qu'il n'y a pas de clause miroir dans la réalité, et on va acheter ça moins cher pour abîmer encore notre propre production. Et pourquoi finalement? Pour une fois de plus accumuler, pour permettre aux gens d'acheter encore moins cher du lait et de la viande? Mais je ne sais pas, moi je pense que les gens devraient commencer à payer les choses à leur juste prix. Et on verrait les foyers finalement se rediriger vers un mode de consommation plus sain. Effectivement, acheter en circuit court, c'est forcément un peu plus coûteux. Je pense que s'ils voient dans le même temps les conditions de l'emploi dans leur région
le tissu économique, le dynamisme des commerces ressurgir, eh bien, finalement, ils seront assez contents d'avoir participé à cette résurrection économique. Je veux dire par là qu'il faut, oui, un peu forcer la main des gens. C'est sûr que si on les laisse aller vers leur plus mauvais penchant, c'est-à-dire l'accumulation, la rapacité, l'avidité, nous allons avoir des gens qui consomment tant qu'ils peuvent et jettent leurs poubelles par la fenêtre. Je crois que certaines personnes de certaines cultures, dans certaines banlieues, malheureusement, vont jusque-là. Mais effectivement, je crois que l'homme européen, c'est la sobriété, c'est la sagesse, c'est la mesure, c'est la limite. C'était le titre d'un magazine qui, hélas, a disparu et qui, malheureusement, est tombé dans une forme d'immigrationnisme pas cohérent avec leur pensée d'origine. Mais oui, je crois que la beauté de l'écologie, c'est puiser ses sources dans le romantisme, avoir été conçu et construit aussi bien par Chesterton que par Bernanos, par des gens comme Ellul ou Charbonnier, et que nous devons en être les dignes héritiers et continuer à prôner un monde un peu plus juste, un peu moins vorace, un peu moins gourmand dans le sens vraiment de péché capital. Bertrand Alliot? Oui, c'est beau, c'est romantique, mais ça ne marche pas. Ça Vous marche avez si on dit remet en que- question le libre-échange. C'est uniquement le libre-échange qui nous Ah oui, mais alors empêche ça, c'est bon, c'est une de autre toucher question, à cette parce que sobriété. vous parliez de l'homme européen alors tout ce qu'on ferait ne correspondrait pas à à notre âme d'une certaine manière. Et moi, voilà, je pense pourquoi on fait tout ça si ça ne correspond pas à ce qu'on est. Je pense qu'il y a encore une fois, faut regarder un peu l'histoire des hommes et de leur passion pour la ville et donc pour le bien-être matériel, hein. Toutes les migrations, le phénomène des plus importants du XXe siècle qui continue aujourd'hui, c'est l'incroyable migration des paysans vers les villes, hein, qui viennent non pas trouver le bonheur, mais le confort. Et ça durera toujours. Et donc, je suis pas forcément Qui ne pouvaient en plus vivre désaccord dans les avec vous. campagnes, c'est surtout ça. Et le Français actuel qui bouffe des burgers devant sa télé, non, je pense pas que ce soit l'idéal européen. Oui, mais là, vous voulez pas. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous voulez maîtriser les gens, les empêcher de manger des burgers? Moi, Non, je quand pense on qu'au leur donne des contraire, choses de qualité, ils les prennent. On le voit très bien, avec oui, aussi bien la production cinématographique que dans la littérature. En fait, si on ne propose pas aux gens, regardez l'école, elle s'est dégradée parce qu'on a cessé de faire lire des œuvres classiques de qualité aux élèves. À partir du moment où vous élevez les gens, ils prennent ce qu'il y a de beau. Mais effectivement, si vous leur proposez tout un panel et que dans ce panel, il y a le plus médiocre et le moins cher, ils vont y aller, c'est certain. C'est à nous de proposer à nouveau du beau et oui, de mais l'exigeant. Les gens, peut-être, généralement, mais je ont un pense bon que sens qui leur fait aller plutôt vers le beau. Bertrand Alliot. oui, non, mais je pense que si vous voulez, c'est des choses qui ne peuvent pas. Moi, ce qui me gêne dans cette façon de penser, c'est de nous croire quasiment omniscients, omnipotents. Je veux bien on peut faire des choses, notamment sur ce que vous avez dit sur euh, sur les échanges, sur les aspects commerciaux. Je suis d'accord qu'on peut avoir des mesures intéressantes, notamment pour éviter le dumping environnemental, etc. Ça, parler de ces sujets-là, je suis prêt à en parler. Après, le reste me semble un peu trop général et je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire là-dessus. Ça me semble, je vois pas comment on peut mettre en place des politiques efficaces là-dessus. J'ai peur qu'on se perde un peu dans des grandes idées, généralités, des grands mots, si vous voulez. Au contraire, c'est du très concret. Je vous donne un exemple sur la beauté, parce que la beauté fait partie de l'écologie. À Bar-le-Duc, dans la Meuse, je me souviens, la mairie avait exigé que les gens aient des volets peints à peu près du même type. C'est sans doute la plus belle ville de l'Est de la France aujourd'hui. Effectivement, les gens ont joué le jeu. C'est une ville Renaissance qui a été préservée parce qu'effectivement, il y a eu des exigences architecturales qui n'étaient pas particulièrement coercitives, mais qui effectivement poussaient à embellir leur environnement. Et si on les emmène vers ce genre de choses, on y parvient. Regardez Orban avec sa reconstruction vous donnez de un Budapest. exemple un peu anecdotique sur une politique de cadre de vie, même touristique, etc. Moi, je suis pas du tout contre ce que vous êtes en train de dire. Au contraire, d'ailleurs. Je suis Oui, mais si on peut l'appliquer sur du cadre de vie, on peut l'appliquer à beaucoup d'autres domaines. Ce n'est pas. C'est que, oui, mais en fait, là, on est sur, si vous voulez, le terme écologie finit par prendre. Si l'écologie, c'est aussi repeindre les volets dans la bonne couleur, on va rentrer dans des choses plus tout à fait, où on ne saura pas de quoi on va parler, si vous voulez. C'est pour ça que moi, je veux absolument revenir à la notion d'environnement, qui est tout simplement la lutte contre la pollution, les nuisances et les risques, et avoir des politiques après parallèles qui peuvent être de cadre de vie ou sur les politiques qui peuvent
peuvent être culturelles, esthétiques, etc. Je veux séparer les choses pour qu'on puisse avoir des discussions qui tiennent un peu la route. Sinon, j'ai toujours le sentiment qu'on s'éparpille dans tout un tas de sujets qui n'ont plus rien à voir les uns avec les autres. C'est ça ma crainte. Et vous disiez, donc j'ai cité Marion Maréchal tout à l'heure, j'ai écrit un texte dans le CAP de l'ICEP. Donc vous voyez que je suis tout à fait prêt aux discussions sur justement ce sujet-là, la défaite de l'environnement et le triomphe de l'écologie. Donc, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu à des notions plus... Enfin, qu'on sépare un peu les choses, si vous voulez. Et j'ai peur de ça, que l'écologie de droite, précisément, mélange les choses comme l'écologie de gauche le fait. Et donc, pour circonscrire précisément alors cette écologie, vous pensez donc c'est la pollution, la nuisance et les risques. Comment vous le définissez ? C'est l'environnement, c'est ça au départ. C'est quoi l'environnement ? C'est donc on lutte contre les pollutions, les nuisances et les risques. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, un développement qui crée des rétroactions négatives qu'il faut traiter, quoi, des sujets, la pollution de l'eau, de l'air, le bruit, les déchets, sujet très très important, les déchets. Et puis qu'on ait aussi en parallèle des politiques sur le patrimoine, par exemple, mais qui ne sont pas tout à fait du même sujet. C'est le patrimoine naturel, le patrimoine culturel, et qu'on serrier les problèmes, si vous voulez, et non pas faire un espèce de truc où on n'y comprend plus rien, parce qu'il y a à la fois de l'esthétisme, du culturel, voire de la littérature, et puis à côté, on va essayer de voir comment éliminer les déchets. Vous voyez, je trouve que c'est des sujets qui n'ont pas à voir les uns avec les autres, et vouloir les traiter dans un ensemble écologique comme ça, un gros projet de société, on devient, c'est plus raisonnable, si vous voulez. Est-ce que le sujet, c'est mon sentiment. Je pense que François Devoyer, ce que vous considérez, c'est que justement l'écologie, vous, c'est un fait global et que c'est un vrai projet de société. Bah oui, mais comme le dit Bertrand Alliot, c'est la question de l'environnement. Notre environnement, c'est aussi, ça va des volets à notre mode de vie, à ce que l'on consomme, à ce que l'on jette, à ce que l'on produit. Pour moi, c'est effectivement justement un sujet qui est englobant, qui doit être une préoccupation constante. Et finalement, je me demande si on n'a pas été vers des sociétés tellement segmentées qu'on a oublié justement cette vision large, cette hauteur de vue. On s'est fait ficeler par des technocrates, par des Borne et Castex, qui sont d'ailleurs très, très emblématiques de cette position, qui ont des tout petits bouts de lorgnette, qui d'ailleurs ont été incapables de concevoir des grands principes sur l'écologie. C'était censé être le grand moment de Macron, le grand ministère de Sarkozy, etc. En fait, on va d'échec en échec, justement parce que cela doit s'intégrer, à mon sens, j'allais dire, à chaque ministère. Le premier à avoir conçu un ministère cohérent, c'était Georges Pompidou, c'était le ministère de la protection de la nature. Là, on est sur quelque chose de très clair, mais ensuite, la pensée écologique, une pensée de préservation, doit bien entendu irriguer, à mon sens, chaque prise de position. Et c'est cette tribalisation de la pensée qui poursuit celle de notre pays, sur le modèle américain une fois de plus, qui me semble être très, très néfaste et qui fait justement qu'on segmente des choses qui doivent naturellement aller en cohérence. Pour une première raison, et là je reviens peut-être à une vision anthropologique de l'homme, je rejoins Bertrand Alliot là-dessus, c'est que si on a un environnement de qualité, beau, eh bien les gens se comportent mieux. C'est des choses toutes bêtes. On le voit avec le Paris d'Hidalgo, je veux dire, ça n'a jamais été aussi sale, et la saleté entraîne la saleté. Et oui, on le voit bien sur une politique de ville parisienne, tous les sujets sont liés. Je veux dire que ce soit la disparition du mobilier urbain et son remplacement par des choses absolument ignobles, que par l'abattage de grands arbres, pareil, qu'on a remplacé par des micro-arbustes en disant qu'on faisait du verre. En fait, il n'y a aucune vision, il n'y a aucune cohérence, et esthétiquement, ça s'en ressent. Oui, je pense que la droite, c'est aussi le beau au pouvoir, la beauté sauvera le monde. Je pense que c'est Dostoïevski, c'est une vieille et longue vision de droite. Je pense que De Gaulle avait pleinement cette idée en tête, de même que Pompidou à sa manière. Pompidou d'ailleurs qui disait, c'est anecdotique, mais que le luxe pour l'homme des années, je crois qu'il parlait des années 2020 ou 2030, ce sera de vivre comme un paysan des années 60 ou 70, avec son lopin de terre, de quoi vivre, un potager, des poules, et finalement une vraie autonomie dans son sens le plus noble et philosophique. Bertrand Alliot, c'est vrai que là, pour encore une fois appuyer, je vais rester quand même neutre dans mon rôle d'animateur, mais il y a aussi, depuis le Covid, et puis c'était déjà présent avant, et quand on voit les sondages encore aujourd'hui, on voit que les gens sont quand même inquiets du réchauffement climatique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de, pas forcément un consensus, mais une grande partie de la société française qui se sent concernée par ces enjeux et qui souhaite aussi modifier ses modes de vie ? Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui souhaitent les modifier. Par exemple, il y a plein de gens qui veulent plus prendre l'avion. Le nombre de jeunes qui veulent plus prendre l'avion, c'est phénoménal dans certains milieux.
Donc oui, moi, non, mais encore une fois, là, par exemple, vous parlez du réchauffement. Et François, depuis le début qu'on a commencé à parler, il parle très peu de cette question finalement. C'est plus, et je trouve ça bien d'ailleurs, parce que justement, la réduction de l'écologie au CO2, pour moi, est un énorme problème, parce qu'on parle de plus rien d'autre, justement. Et je suis d'accord avec lui d'ailleurs sur l'exigence, hein, sur l'esthétique. Ça, moi, je le rejoins. En fait, on n'est pas si en désaccord que ça. Je pense qu'il faudrait qu'on discute pour trouver ce qui nous... Comment dire? Avec joie. Mais il y a beaucoup oui, de choses qui se, quand même, on Qui est se assez rejoignent. d'accord sur pas mal de choses. Mais après, moi, c'est juste que j'ai du mal à, si je, comment dire, catégorise pas et sépare un peu les choses, j'ai du mal à travailler. Et voilà. Mais voilà, je suis assez d'accord sur tout ce qu'il a dit sur Paris, etc. Évidemment, on peut avoir des exigences comme ça, de même qu'à l'école, le professeur peut avoir des exigences. Après, il y a d'autres problèmes qui, à mon avis, font qu'on n'adopte pas toutes ces choses-là. Mais... Alors, il a aussi beaucoup parlé de localisme. Je pense que là-dessus aussi, vous êtes d'accord. Il faut Ah, essayer de revenir à une économie plus locale avec des circuits courts. oui, si on peut, mais j'ai peur qu'on ne mange plus que des fromages de chèvre, quoi. Et encore, on C'est n'en pas aura plus pas mal, assez hein. pour tout le monde. Donc, moi, c'est peur. Il y a un peu, oui, on s'excite un peu sur le localisme. Moi, je suis assez sceptique. Non, je suis pour qu'on encourage, évidemment, à l'échelle locale. Mais je dis, attention, il n'y a pas de recette miracle, quoi. Ça va pas régler grand-chose, je dirais. Et puis, il faut se méfier parce que ce qui était local, si vous voulez, il y a un siècle, 2 siècles, eh bien, aujourd'hui, ce qui est local, c'est la Chine. Parce que qu'est-ce qui fait la localité? C'est la distance en temps, enfin, en parcours, pour parcourir quelque chose. En fait, c'est pas. Donc, en fait, je veux dire, moi, mes ancêtres du Cantal, et quand ils allaient à la foire à 50 km, ça leur prenait 3 jours. Donc, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que les distances se sont tellement raccourcies que qu'est-ce que le localisme? Parce qu'en fait, c'est pas dicté par un raisonnement, le localisme, c'est quelque chose qu'on observe. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis évidemment pour le localisme autant qu'on peut pour promouvoir. Je pense que c'est pas une recette miracle. Et puis, faut faire attention parce que il faut quand même qu'il y ait des échanges pour que nous puissions vivre de façon intéressante, j'allais dire. On n'est pas obligé voilà. Je pense que encore une fois, ce sont les circonstances souvent qui commandent en fait les politiques et non pas l'inverse. C'est mon côté, comment dire, un peu fataliste, si vous voulez. Où j'essaye voilà, de regarder les choses de façon un peu réaliste. C'est pour ça que j'écris une histoire naturelle de l'homme. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas grand-chose, l'homme, d'une certaine manière. François Devoyer, je vous laisse la conclusion. Non, simplement, justement, Bertrand Alliot parlait de l'avion, parlait des distances. Mais justement, je pense que en fait, les années, l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, à peu près, disons les 50 ans, 1950-2000, ce n'est pas la normalité. On a payé l'avion et le transport à un prix qui n'est pas le vrai prix. C'est le grand angle mort de la mondialisation, le fret maritime. En fait, il est à l'écart aussi bien des exigences sociales, environnementales, sur tous les plans. C'est une aberration. Oui, c'est une aberration d'avoir de l'agneau de Nouvelle-Zélande moins cher dans le supermarché, dans le Limousin, que celui qui est produit littéralement dans la clairière d'en face. Et cette anomalie, malheureusement, elle va venir être corrigée par la plus violente des façons, c'est-à-dire par les bouleversements aussi bien climatiques que les changements de prix, tout simplement. Moi, c'est bien gentil, quand les jeunes ne prennent plus l'avion, c'est avant tout parce que l'avion n'est pas au prix qu'on le payait il y a encore 10 ou 20 ans. Moi, j'ai connu une facilité à partir en Inde du jour au lendemain avec à peine 300 euros. Voilà, on faisait un aller-retour à 300 euros en Inde. Est-ce que c'était normal? Non, pas du tout. On savait qu'on C'était payait un normal prix pour qui l'époque. était anormalement bas, qui n'était pas corrélé à l'utilisation d'énergie, à la destruction de ressources qui s'ensuit, et même au personnel, hein, parce que derrière, il faut imaginer tout ce que ces compagnies supposaient de mauvais comportements, hein, dans les compagnies low cost. Non, je reste quand même convaincu qu'il faut prendre ce sujet à bras-le-corps. C'était Churchill qui disait mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne à la gorge. Je crois vraiment qu'on n'a plus le temps de se contenter de segmenter, de se poser des questions sur l'origine anthropique, etc. On a des bouleversements qui nous arrivent en pleine figure, on a des migrations qui vont littéralement nous broyer, finir avec le grand remplacement. La droite ne doit pas reproduire, ça c'est vraiment mon point important, l'erreur d'avoir évité la question sociale au 19e siècle. Le fait que la droite ait refusé de traiter la question sociale
sociale a entraîné le marxisme et le succès de la gauche pendant plus d'un siècle et demi. On est en train de faire pareil avec l'écologie. On est en train de l'abandonner à sa vision la plus anti-humaine, justement, à sa vision la plus coercitive, punitive, globalisante et apocalyptique. Et c'est vraiment, ce serait un point de culpabilité fort si on n'est pas capable de s'emparer de ce sujet qui est naturellement le nôtre. Donc oui, je pense qu'il faut le prendre, mais pas simplement comme une variable d'ajustement, un moment parce que hors période électorale, les politiques se disent « Ah tiens, il faudrait parler de ce sujet ». Après tout, les jeunes, ils sont très intéressés parce que c'est ça la réalité. C'est que les 18-34 ans, aujourd'hui, c'est leur thématique préférée. Il faut le faire par volonté, par envie de transformer les choses, parce que nous sommes Français, Européens, parce que nous sommes naturellement portés à la protection de notre environnement et à sa beauté, à son embellissement perpétuel. Et pour cela, je pense que on aura une piqûre de rappel. Je vous fais le pari. La grande réponse des politiques, quand on leur dit il faut parler du sujet, c'est pas porteur électoralement. Eh bien, vous allez voir, l'an prochain, les européennes sont début juin. Je ne serais pas surpris qu'il y ait soit des grands incendies, soit un phénomène climatique exceptionnel, soit une sécheresse qui fait que le sujet sera au cœur de ces élections. Si la droite est passée à côté, vous verrez un succès majeur, soit des écolos, soit d'une certaine gauche qui en fait un emblème et nous parle d'une France couverte d'éoliennes. Si c'est ça qu'on veut, continuer à éviter le sujet et à le traiter de manière technique. Moi, je pense au contraire qu'il doit être porté systématiquement, presque dans tous les discours politiques, de la même façon que l'immigration l'a été, par exemple, par le Front National pendant des décennies. Merci à vous deux pour ce débat, c'était vraiment très intéressant, c'était très posé. On a vu effectivement que certains désaccords étaient plus apparents qu'autre chose, mais on a aussi vu des discussions de fond. François Doyer, je rappelle que vous êtes donc cofondateur du média en ligne Livre Noir et surtout président du cercle Audace qui est consacré donc à l'écologie. Et puis Bertrand Alliot, vous êtes porte-parole d'Action Écologie, une association qui se veut être une alternative à l'écologie politique et que vous êtes l'auteur d'une histoire naturelle de l'homme. C'est un livre à retrouver aux éditions L'Artilleur. Messieurs, merci à vous deux.